Bonjour et bienvenue sur le plateau spécial, une émission spéciale de Trade ou pas Trade en direct du salon de l'analyse technique. Vous connaissez le principe de l'émission, c'est parler bourse en général et parler trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse émis par Société Générale, avec notamment Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse de Société Générale. Alors, parler trading avec les traders, c'est le principe de l'émission. On va cette semaine parler de plusieurs sous-jacents, Microsoft, le CAC 40, Alphabet, l'or, le Brent et le platine. Et il ne me reste plus qu'à moi de vous présenter nos invités, que vous connaissez sans doute si vous êtes des habitués de cette émission. Alors, Franck Morel, vous êtes président de zonebourse.com, le fameux inventeur du market screener. Merci d'être avec nous. Bonjour Franck. Jean-Luc Cusac, vous êtes formateur. Vous êtes responsable de Perceval Finance, un institut de formation pour le trading. Merci d'être avec nous, Jean-Louis. André Malpel, c'est vous qui nous recevez. Merci, puisqu'on est au sein du Salon de l'analyse technique 2023. André, vous êtes trader pour compte propre depuis quoi, 40 ans? Alors j'ai plusieurs casquettes. Je conseille des salles de marché sur les futurs. J'organise l'événement régulièrement. Je suis professeur à Dauphine et trader pour compte propre, évidemment, où on se rencontre régulièrement avec Jean-Louis sur les duels de trading au Salon du Trading. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Léa, je l'ai dit, vous êtes Léa Jézéquel, vendeuse Société Générale produits de bourse. Alors on va commencer tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine, tout de suite, toujours en direct du Salon de l'analyse technique, avec Franck qui va nous parler, pour commencer, de l'action Microsoft. Alors Microsoft, vous l'avez identifié comme une opportunité sur les 2 dernières semaines, c'est ça? Oui, effectivement, on a publié une recommandation de trading, une idée de trading autour du 14 mars. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro peut-être parce que Je vais me rapprocher du micro. Nous avons publié une recommandation, une idée de trading sur Microsoft le 14 mars. Donc on était dans la zone des $250. Microsoft fait partie de ces titres sur lesquels on est extrêmement positif, même sur des horizons de temps beaucoup plus longs que sur des approches de trading. Et donc Microsoft, on est sur la 2e plus grosse capitalisation mondiale avec 2100 milliards de valorisation. On est sur un business historique de la licence de système d'exploitation. Il y a un gros business aussi qui est fait évidemment sur toutes les suites bureautiques, Excel, Word. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Tout le monde connaît Microsoft, qui a fait une bascule il y a quelques années dans un modèle où, au lieu de vendre un CD-ROM, maintenant elle vend un abonnement mensuel. Donc ça a complètement changé le business de Microsoft, qui est devenu une boîte de croissance, qui s'est aussi déployée dans le cloud, dans les serveurs. Et plus récemment, Microsoft a pris 49% de OpenAI, qui est le point de départ du développement, à mon sens, de l'intelligence artificielle pour les années qui viennent. C'est une révolution industrielle qu'on vit actuellement. Et donc Microsoft, on l'a dans notre portefeuille US, notre portefeuille dans lequel on est investi sur des horizons de temps longs, mais on ne va pas arrêter de venir et revenir à l'achat en trading sur Microsoft, parce qu'on est clairement très positif, que ce soit dans une logique court terme ou sur des horizons de temps plus longs. Vous nous expliquer ce qui vous a attiré dans la configuration graphique la configuration graphique, si on dézoomait un petit peu, on observerait un énorme triangle de consolidation, donc une phase où en gros l'action fait comme ça, avec une forme en triangle et une tendance de fond largement positive. Et donc on sort par le haut de cette phase de consolidation horizontale qui est donc censée libérer une reprise de la tendance long terme largement haussière. Donc on est censé sortir par le haut d'une phase d'oscillation horizontale et renouer avec une orientation positive qui est la tendance de fond de Microsoft. Vous avez un objectif particulier ? Donc on a un premier objectif qui se situe à 294 de mémoire, mais on va la tenir beaucoup plus longtemps puisque on a déjà au moins un retour sur les plus hauts historiques en ligne de mire sur des horizons de temps plus longs. Et les niveaux historiques sont autour de 350. Et votre point d'entrée, c'était quoi alors ? C'était 254 et c'était le 14 mars, 256,75 le 14 mars. Alors sur les points de Franck, là, est-ce que vous avez des commentaires, André, graphiquement ? Moi, tout à l'heure, je ferai aussi une valeur du Nasdaq, donc on pourra faire des distinctions, regarder un petit peu comment ça évolue.
c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup toutes les valeurs du Nasdaq et qu'après une forte baisse, là on est plutôt dans une phase de consolidation. Donc c'est une phase de consolidation par rapport à la baisse qu'il y avait eu. Donc on reprise. Donc effectivement, d'accord avec Franck pour dire que cette reprise, cette poursuite de reprise haussière peut se poursuivre un petit peu, en tout cas pour le moment. Si on a eu la chance, effectivement, on accélère de rentrer à au-dessus 250, des 280, c'est ça? voilà. Mais si on a eu la chance de rester à 250, on peut encore conserver, protéger un peu sous les 270, mais normalement, il faut pour continuer à jouer la tendance. Jean-Louis, d'accord avec ça? Alors, vous pourrez répondre à Franck. Hein. Dans l'émission Trade ou pas Trade, je l'ai proposé achat stop 247 ou 48 en janvier. Et en effet, elle a boosté très fortement. Et vous voyez que cette zone de 47, c'était un niveau important, puisqu'on est revenu faire un pullback dessus. On a pris appui sur cette zone pendant quelques jours. Vous voyez, on a fait même un double appui encore dessus. Et on est reparti à l'achat. Donc, je vous invite à regarder cette émission qui est de fin janvier, où j'en parlais. Et votre objectif à l'époque, il était situé où? Parce que c'est intéressant de voir que vous aviez effectivement vu une configuration intéressante. Mais par rapport à la situation aujourd'hui, le premier objectif, c'était 263, et après, c'était jusqu'à 295, 290, 95. Donc, je reprends la parole, Jean-Louis. Sur la première phase, tu étais sorti à 263 et vous n'avez pas conservé sur le repli qu'il y a eu, parce que c'est là qui était le plus difficile. C'est quand tu as pris à 247, c'était bien joué. Après, sur le retour, une fois que ça avait touché à peu près 275, est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu as liquidé? Et quitte à te replacer après derrière sur le repli, mais c'est le repli très fort quand même qu'on a eu, dont je précise qui s'est produit sur une baisse de volume. Donc on savait que a priori, ce repli était négatif et qu'on allait repartir. D'ailleurs, la reprise derrière, Franck ne l'a pas précisé, mais il s'est fait avec une hausse de volume. Et donc, c'est assez favorable pour l'instant. Et on voit même que la dernière petite phase très serrée de consolidation, elle se fait avec une baisse de volume. Donc, pour l'instant, bien orienté à la hausse. Ma question, Jean-Louis, qu'est-ce que tu as fait quand il y a eu le retour? Tu étais sorti avant et tu es repositionné derrière, ou tu as conservé? Alors, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on fixe quoi? On fixe des objectifs et on fixe un stop reverse, ou un stop loss en tout cas. Donc là, en l'occurrence, on allège sur un premier objectif, on se sent déjà plus bien, et on cherche éventuellement un point d'entrée pour ce qu'on a allégé. On a toujours un niveau, par exemple, d'infirmation du scénario, je ne me souviens plus exactement à l'époque, peut-être sous 230, et on cherche des points d'entrée à achat. Donc le pullback nous a permis... Donc tu avais conservé une partie de la position. Oui, et on est toujours acheteur dessus. On considère qu'on a un solde de position avec potentiellement maintenant, puisque le deuxième objectif a dû être atteint, c'était 78, je crois, un truc comme ça. Et le suivant, c'était, j'imagine, il faut regarder. Alors on est tous d'accord là-dessus. Je peux aller chercher. Il y a un gros consensus sur Microsoft, c'est intéressant. Franck, vous voulez rajouter quelque chose? Non, tout le monde est d'accord avec vous, donc a priori, il n'y a rien à ajouter. Dites-moi. Ouais, exactement, j'ai rien à rajouter si tout le monde est d'accord. J'ai rien à rajouter si par contre quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me le dise tout de suite. Bien sûr. Alors, on va passer la parole à Jean-Louis sur le CAC 40. Vous voulez faire un point? Prenez le micro, oui, pardon. Oui, parce que moi, je suis, si vous voulez, énormément sur les indices, mais bon, je fais des actions, bien évidemment, dans des perspectives court, moyen, long terme. Et donc, on a l'habitude, dans cette émission, en effet, de parler du CAC 40 qui parle à tout le monde. Et la première chose que je pourrais vous dire, c'est que si vous avez des difficultés à percevoir une priorité acheteur ou vendeur, eh bien, je la partage avec vous, cette difficulté. On a des marchés qui sont extrêmement hésitants, qui évoluent entre d'étroites limites, entre guillemets, pendant quelques jours, et tout d'un coup, il y a un mouvement qui se met en place. Et le dernier mouvement, si vous voulez, est apparu sur l'idée que le scénario idéal était possible, à savoir maîtrise les taux d'intérêt à l'RBC, parce qu'on allait maîtriser l'inflation, la dynamique économique serait préservée et qu'on allait pouvoir éviter donc la récession. Et sur ce scénario, le marché a gagné 300 points, mais derrière cette idée positive, il y a énormément de doutes, beaucoup de divergences d'opinion, ce qui fait que le marché conserve une volatilité implicite extrêmement importante, puisque malgré cette hausse,
on est à 16 de vol implicite. Si vous voulez, ça traduit un sentiment de méfiance de la part des acteurs, des investisseurs. Et c'est pour ça qu'il est difficile d'en tirer une conclusion en se disant on est acheteur, oui, mais est-ce que le marché a un potentiel élevé ? Franchement, c'est très difficile de répondre à cette question avec de bonnes probabilités d'avoir raison. Voilà. Et donc, tout ce qu'on fait en ce moment, c'est on achète. On cherche, encore une fois, des points d'entrée à l'achat, tant que, par exemple, 7050 n'est pas cassé. On va considérer que 7050 remet en cause le scénario. On retourne dans un biais un peu baissier. Et même à court terme, j'ai proposé une remise en cause sous 7170. Donc là, je vous donne ce que j'ai envoyé ce matin à nos abonnés. On achète tant qu'on est au-dessus de 7170, sachant qu'on est maintenant à 7317 actuellement, c'est le futur avril, et que dans une heure et quelques, on a le PCE, enfin l'indice d'inflation américain, qui va évidemment potentiellement provoquer un mouvement assez violent sur le marché. Donc ce n'est pas forcément maintenant qu'il faut acheter des contrats à terme, mais c'est là où, par exemple, on peut en effet choisir de prendre position via des produits comme des turbos, etc., dont Léa parlera tout à l'heure, j'imagine, parce que ce sont des produits où le risque est limité, et comme on n'est pas dans une forte conviction, si vous voulez, qui dit pas de conviction, dit contrat à terme, on met un peu de côté, et on va plutôt vers des contrats de ce type avec des risques qui sont quantifiables, encadrés et parfaitement acceptés par la personne qui va acheter ce produit. Il y a Franck qui voulait vous répondre. Non, juste, Jean-Louis, vous parlait le micro plus près de la... Jean-Louis, tu parlais d'utiliser potentiellement des turbos. Là, on est quand même sur une volatilité qui est plutôt basse. On va avoir une hausse de la volatilité, a priori, cet après-midi, après les chiffres. Non, une hausse de la vol. Enfin, vous n'êtes pas d'accord, on vous mettra pas d'accord. Bon, le marché va partir dans un sens a priori ou dans l'autre. Et donc, il y a aussi une probabilité qu'il parte dans un sens avant de partir dans l'autre. Donc moi, je serais plutôt enclin à être sur des varangues, sur des turbos, avec des barrières proches, compte tenu du fait qu'on peut tout à fait avoir raison sur le sens et se faire stopper après les stats. Non, il a un peu raison. Attends, il a un peu raison, Jean-Louis, Franck, sur la volatilité. Un peu, on va dire, on va rester modeste. Et sur la volatilité, normalement, la volatilité implicite va augmenter avec la hausse, pas avec la baisse. Historiquement, c'est l'inverse. C'est l'inverse, pardon. Je voulais dire l'inverse. Et c'est-à-dire que donc, ça va être plus favorable. Mais je laisse parler Jean-Louis. Non. Si vous voulez, là, on ne sait pas où ça va aller. OK. Donc, il y a des gens qui viennent se protéger d'une éventuelle variation forte du marché. Donc, ils achètent de la couverture. Ils achètent ce qu'on appelle de la volatilité implicite. Ils achètent en achetant des puts ou des calls. Voilà, ils achètent le droit d'acheter ou le droit de vendre. Donc, c'est maintenant que la volatilité est élevée parce qu'ils sont en train de l'acheter. Quand la news tombe, alors là, oui, Franck a raison, le marché va beaucoup bouger, mais la vol implicite, elle baisse fortement. Vous voyez ? Donc mais le Varan, lui, par exemple, il est pricé avec une vol implicite qui va baisser. Donc, si vous voulez, vous avez le risque d'avoir pas le bon sens et en même temps une vol implicite qui va jouer contre vous. Parce que c'est maintenant que les gens achètent le produit. Et donc, une fois qu'on a la réponse, on n'a plus besoin. On a la réponse que la volatilité implicite a tendance à baisser. C'est pour ça que la prise de position sur des événements n'est pas forcément très heureuse sur les varans. Et il vaut mieux utiliser des turbos. C'est peut-être ce que vous vouliez dire. Parce que la volatilité implicite a tendance à baisser lorsque l'événement est derrière nous. Exactement. Et le turbo, il n'y a pas de volatilité. En revanche, je rejoins Franck sur l'intérêt du varan juste avant le résultat. Oui, mais attention. Là, on peut éventuellement bénéficier d'une volatilité implicite qui augmente un peu quelques heures avant le résultat, puisque l'incertitude est à son comble. Si on prend position suffisamment avant, la perspective de l'événement... C'est 1h10. Hein. C'est 1h10. Attention, c'est maintenant. C'est ça, c'est 1h10. Donc vous vouliez parler d'Alphabet, oui, André. Mais juste sur un dernier mot sur quand même le CAC. Là non plus, Jean-Louis, tu n'as pas insisté assez sur le volume.
si on regarde bien le graphique, on voit que la forte baisse qu'il y a eu après mars, courant mars, s'est produit avec une forte hausse de volume. Et le rebond s'est fait depuis lors, sur le graphique, avec une baisse très nette du volume. Donc on a Une fragilité, vous dites ? une fragilité de ce rebond. Ce rebond va bien se produire. Non, Attends, 2 secondes. Ce rebond va bien se produire parce qu'on a un vide de liquidité et donc dans l'hypothèse pour l'instant, il faut continuer à acheter ou continuer à poursuivre cette tendance, mais c'est une correction, Elliott, de cette forte baisse. Et à l'issue, surtout si on n'a pas de volume qui vient conforter ce rebond, à l'issue normalement de ce rebond, on peut situer aux alentours de 7200. Là, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas trop, etc. Mais un peu au-dessus, donc une vague ABC, normalement, on devrait reprendre fortement la baisse. Donc là, on n'est pas d'accord, c'est très bien, mais au moins c'est clair. Jean-Louis, un petit droit de Non, mais il n'y a réponse pas être d'accord ou pas d'accord. Il y a une explication à chaque chose. Ce volume dont André parle, il n'est pas issu de conviction. Si vous regardez bien, vous verrez que c'est le vendredi 17 mars, jour de l'échéance des contrats trimestriels. Et c'est là que, évidemment, vous avez les 4 sorcières, c'est-à-dire les échéances des options sur les contrats à terme, enfin, c'est pour les États-Unis. qui ont pour conséquence un certain nombre de volumes. Vous avez donc toutes les échéances, les arbitrages de fin de séance sur les options actions, etc. Donc ce volume, si vous voulez, c'est un volume artificiel que vous retrouvez. D'ailleurs, par exemple, le 16 décembre, etc. Et parfois, surtout sur des trimestriels, si vous voulez. On a quelques contraintes de temps, on a un programme chargé, donc on va passer à Alphabet. André, rapidement sur Alphabet. Alphabet, c'est on retourne un peu sur les valeurs techno. Techno US du Nasdaq, donc un peu comme Microsoft, comme Amazon, comme Facebook, Meta, etc. Donc elles ont à peu près tous le même profil. Hein. Vous allez dire la même chose que Franck, en fait. Alors, je me souviens plus ce qu'il a dit. Mais moi, ce que je dis, c'est que depuis 2022, on a engagé un mouvement baissier. Et ce mouvement baissier, comme on le voit au graphique, il semble se décomposer en 5 vagues. Donc a priori, c'est un mouvement d'impulsion, et donc ça veut dire qu'on devrait se poursuivre à la baisse. On voit que le volume agit également plutôt vers la baisse. Pour le moment, on reprend un peu, comme j'en ai parlé ce matin en conférence, des vides de liquidité, donc on revient, on retrace, et donc là aussi, pareil. Alors il était sur Microsoft, c'était sur Microsoft qu'il est intervenu, hein, et il disait que ça devait monter, donc là aussi, plutôt haussier pour l'instant, plutôt favorable, mais dangereux. Sur le long terme, moi je reste sur une position plutôt long terme pour les investisseurs. Normalement, dans très peu de temps, il faudra vendre. Pareil, Microsoft, normalement, très peu de temps. Le volume sera toujours très important à regarder. Merci beaucoup André, très intéressant. On va passer maintenant à la rubrique. Petite réaction Hop. sur Alphabet. Parce qu'on Franck, pardon, allez-y. Tu compares Alphabet, enfin vous comparez André, Alphabet et Microsoft. On peut effectivement les comparer puisqu'ils opèrent à peu près dans le même business, surtout depuis peu, depuis que Microsoft a décidé de s'attaquer au métier d'Alphabet, donc Google. Google, 90% des revenus, c'est publicitaire et c'est plus de la moitié qui est issu du moteur de recherche. Le moteur de recherche qui a une hégémonie mondiale dont bénéficie Google. Microsoft est en train gentiment de s'attaquer avec Bing et OpenAI au marché de Google, sauf que Microsoft, pour lui, c'est incrémental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le business de Microsoft, il est fait ailleurs que dans le business de Google. Donc Google a un risque majeur de perdre des parts de marché sur un marché sur lequel il a déjà tout le marché. Et c'est en train de se passer en ce moment même. Donc de mettre dans le même sac Google et Alphabet, sur un plan en tout cas purement fondamental, compte tenu de l'évolution des news et de leurs fondamentaux et des niveaux de valorisation des deux sociétés, ça ne me paraît pas totalement crédible. L'histoire nous le dira. Exact, l'histoire le dira et on verra ce qu'en pensent les intervenants. Moi, je juge surtout les intervenants. Tu as peut-être tout à fait raison sur l'analyse fondamentale économique. On verra comment le jugent les intervenants. L'histoire nous le dira.
je voulais juste intervenir une dernière chose, préciser une dernière chose, et parce que cette année, on a l'avantage de voir Trade ou pas Trade et Société Générale Produits de Bourse venir sur le salon, et donc je voulais leur remettre un trophée. C'est pas moi qui ai décidé les trophées, il y a un jury, il y avait Sauduteil, Stéphane Sauduteil, il y avait Vincent Gagne, il y avait Paul Marcel, il y avait différents sites qui sont intervenus pour décerner ces trophées de l'excellence, les grands prix de l'excellence, et j'ai le plaisir pour 2023 de remettre le grand prix de l'excellence à Société Générale Produits de Bourse pour le meilleur émetteur de produits de bourse pour 2023, et j'ai le plaisir de le remettre à Léa. Voilà. Merci, on l'applaudit très fort. Merci beaucoup André. On va passer maintenant à la rubrique Le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale Produits de Bourse, qui va nous parler des produits de bourse, parce que parfois, on ne sait pas ce que c'est. Exactement, merci Thibaut, et je suis ravie de commencer cette intervention avec ce magnifique trophée du meilleur émetteur de produits de bourse. Ça met toujours en confiance pour parler d'un produit, et ça vient... Voilà, merci beaucoup André. Effectivement, Société Générale est l'inventeur de ces produits il y a plus de 30 ans en France, et aujourd'hui on est leader sur le marché, donc je suis ravie de recevoir ce prix André, merci beaucoup. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les produits de bourse, tout d'abord c'est important de savoir que c'est des produits qui sont listés sur la Bourse de Paris. Donc ils disposent d'un code ISIN et d'un code mnémonique, code ISIN que vous pouvez aussi retrouver sur les actions. Donc il y a beaucoup de similarités de manière pratique pour traiter ces produits. Ils sont notamment accessibles depuis votre compte titre classique. Vous n'avez donc pas besoin de faire de démarches administratives pour ouvrir un compte avec la Société Générale. Vous pouvez les négocier via n'importe quel intermédiaire financier habituel. Et notamment Boursorama. Et notamment Boursorama, j'y venais effectivement, puisque nos produits sont accessibles sur la bourse de 8h à 18h30, mais avec certains partenaires privilégiés. Vous pouvez même les négocier jusqu'à 22h, ce qui peut être extrêmement pratique, notamment pour ceux d'entre vous qui couvrent les marchés US. Et donc Boursorama, avec qui vous pouvez négocier jusqu'à 22h, propose en ce moment et de manière pérenne, illimitée dans le temps, une offre qui s'appelle Bourso Markets, avec laquelle vous pouvez négocier l'intégralité des produits de bourse Société Générale sans aucun frais de courtage. Voilà, donc ces produits de bourse listés en bourse, accessibles depuis votre compte titre avec des horaires de cotation élargis. Société Générale en est émetteur, c'est-à-dire qu'on crée les produits, mais on en est aussi market maker. Ça veut dire qu'on assure à tout moment, dans des conditions normales de marché, une contrepartie pour que vous puissiez acheter et vendre ce produit dans les meilleures conditions de liquidité possibles. Vous avez la possibilité avec ces produits d'investir sur plus de 850 sous-jacents, donc ça peut être des actions, des indices, des matières premières, des métaux précieux, des devises, des taux d'intérêt. Vous avez vraiment un très large panel d'investissement, et votre investissement se fera toujours via des produits cotés en euros, ce qui peut aussi être un intérêt non négligeable. Donc l'intérêt des produits de bourse, c'est quoi? Concrètement, c'est de pouvoir investir dans toutes les configurations de marché, puisqu'avec ces produits, vous allez pouvoir investir à la hausse, mais aussi à la baisse, avec de l'effet de levier ou sans effet de levier. Mais pas que. Vous pouvez aussi, avec certains produits, investir et donc potentiellement réaliser un gain. Attention, tous les gains peuvent aussi se transformer en perte si votre scénario de marché ne se réalise pas, vu que tous ces produits présentent un risque de perte du capital en cours de vie à l'échéance. Donc vous pouvez investir aussi sur la stabilité. Et troisième grand scénario, c'est des mouvements atones, finalement. Se dire, moi je pense que dans les 2 prochains mois, le marché il va pas faire grand-chose. On entendait Jean-Louis tout à l'heure dire, moi j'ai pas trop de conviction. Ça peut arriver de pas avoir de conviction, c'est pas pour autant qu'on n'a pas d'opportunité d'investissement, et ça c'est important de l'avoir en tête. Et les produits de bourse, finalement, c'est aujourd'hui via un compte titre le seul produit qui vous permet d'investir dans toutes ces configurations de marché. Donc nos produits de bourse sont disséminés au travers de 3 familles principales. Je vais vous les énumérer très rapidement pour ne pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, mais ayez-le en tête. Tout d'abord, les produits à effet de levier, c'est les plus connus, les plus populaires en France. Vous allez y retrouver les varants, les turbos, les leverage and short. Et donc là, l'intérêt de ces produits, c'est d'investir à la hausse ou à la baisse, donc un convictionnel fort sur lequel on va aller appliquer un effet de levier qui peut être faible, qui peut être important.
en fonction de votre profil de rendement-risque. Ensuite, on a les produits de rendement qui, eux, sont adaptés pour investir sur des scénarios donc, de marché plutôt atones, ce dont je vous parlais. Donc là, ça va vraiment être aller optimiser votre couple rendement-risque par rapport à un investissement direct dans le sous-jacent, quand c'est possible d'investir directement dans le sous-jacent qui vous intéresse, bien sûr. Et enfin, on a des produits... Là, vous parliez des bonus, des certificats voilà, bonus, c'est les ça bonus capés, les bonus et les certificats discount. Et enfin, vous avez des produits d'indexation qui, eux, répliquent purement et simplement, sans effet de levier aux frais de gestion prêt, les variations d'un sous-jacent. Alors l'intérêt de ces produits, c'est d'aller vous positionner sur des sous-jacents qui ne sont pas facilement négociables en direct. Ça peut être de l'or, ça peut être du pétrole, mais ça peut aussi être des indices thématiques. Notamment, on peut penser à l'uranium, l'hydrogène, des paniers qui vont répliquer les valeurs qui potentiellement peuvent profiter d'un contexte inflationniste ou des valeurs écologiques. Voilà. Merci beaucoup Léa, c'est très clair, c'est très rapide, mais on a beaucoup de... Là, on est sur le salon de l'analyse technique, donc il y a des brochures qui sont à disposition évidemment sur notre stand ou sur le site internet pour ceux qui nous suivent en ligne. Évidemment, le site sgbourse.fr, vous avez des vidéos explicatives, vous avez tout ce qu'il faut pour en connaître un peu plus sur les produits de bourse. Merci beaucoup Léa. Il me reste à dire merci à André, Franck et Jean-Louis pour... leur participation et leurs interventions sur cette première partie de l'émission. Et nous allons accueillir nos nouveaux invités. Peut-être que vous viendrez nous voir tout à l'heure à la fin pour le quiz. Ça serait dommage que vous n'y participiez pas. Merci beaucoup. Maintenant, la rubrique « Le coup de cœur des traders ». Le coup de cœur des traders, c'est maintenant avec des nouveaux invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Je rappelle qu'on est sur le salon de l'analyse technique, donc nous avons un public. Merci à vous d'être là et de nous participer à cette émission. Je vais vous présenter, mes amis. Vous êtes trader, vous êtes professionnel des marchés financiers. Je commence par Mathieu Lebrun. Vous êtes responsable de la newsletter SMS Cash Alert. Merci d'être là, Mathieu. C'est un habitué du plateau. Dorian également. Dorian Abadi, vous êtes analyste au sein de l'entreprise Meilleur Taux Placement, spécialiste des marchés financiers. Merci d'être avec nous, Dorian. Et à ma droite, Marc Dagger, vous êtes responsable de DT Expert, une newsletter entièrement consacrée à l'investissement sur des produits dérivés, notamment les turbos, sur la base de l'analyse technique, qui est un peu votre dada. Merci d'être là, Marc. Merci, alors, Thibaut. c'est la rubrique Le coup de cœur des traders. Chacun d'entre eux, nos invités, ont 60 secondes pour convaincre les deux autres sur un scénario d'investissement. Donc on va afficher peut-être un chronomètre. Si ce n'est pas le cas, je vais le mettre sur mon petit chronomètre ici. Et ils vont devoir convaincre les deux autres sur le sens de leur scénario d'investissement. On va commencer par Mathieu. Mathieu, vous avez choisi... qu'est-ce que vous avez choisi ? Vous avez choisi l'or. Laissez-moi juste broder un peu le temps que je trouve mon chronomètre dans quelques instants. Le voilà, chronomètre. C'est parti. Donc Mathieu, vous allez nous parler de l'or. Je vous donne le décompte, comme il se doit. Vous êtes prêts ? Je suis Bon, c'est fantastique. 3, 2, 1, Mathieu, c'est à vous. Donc l'or, l'or que vous connaissez forcément, je pense tous. Ce que j'aime bien, alors je vais aller à l'essentiel pour les 60 secondes, c'est qu'à moyen terme, on a une phase de latéralisation, comme vous le voyez sur le graphique, autour des 1700-2000 $. Avec pas mal d'hésitations depuis 2020 avec le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Ce qui est intéressant, c'est que malgré l'orientation du marché obligataire américain, c'est-à-dire qu'on a vu depuis un an maintenant, les taux longs US sont remontés, et ça, historiquement, c'est pas favorable à l'or. C'est-à-dire que si vous m'aviez posé la question il y a un an, je m'attendais à ce que l'or aille plus bas, mais force est de constater qu'il est résilient. Et donc, si malgré tout ça, en fait, malgré ces éléments un petit peu exogènes, ça baisse pas vraiment, je pense vraiment qu'il y a un gros upside intéressant, et surtout en fait dans ces phases de latéralisation, en fait quand on regarde un graphique en données hebdomadaires ou mensuelles, on a une compression de volatilité, et ça, ces types de phases là, c'est vraiment ce qui précède des impulsions. Alors je n'ai évidemment pas de boule de cristal pour connaître le catalyseur, mais voilà, je pense que vous connaissez la règle, Mathieu, vous connaissez bien la règle. Il faut vous arrêter. Secondes. Alors je vais maintenant me tourner vers Dorian et Marc qui vont prendre leur petite raquette de ping-pong. Couleur verte ou couleur rouge. Alors nous avons ici quelqu'un qui existe encore. Est-ce que Marc hésite ? Oh non. Stop. Voilà un avis franc. Je vais vous laisser la parole, Marc. Allez-y. Pourquoi vous n'êtes pas favorable sur ce scénario ?
Attention, il faut bien vous rapprocher du micro. Je voulais juste ennuyer Mathieu, en fait. Non, mais plus sérieusement, bon, je connais Mathieu depuis très 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 longtemps, donc j'ai absolument rien contre ses analyses, mais j'ai beaucoup de mal à acheter une résistance, en fait. Et il me semble que c'est un peu tôt. Après, s'il me dit qu'il attend la cassure, justement, de ce qui ressemble à un double top pour rentrer en position, dans ce cas-là, oui. Mais l'anticiper à ce niveau-là, ça me semble un peu, en termes de risk-reward, ça me semble un peu juste. Voilà, c'est uniquement pour ça. Hein. Mathieu, peut-être répondez, précisez sur votre point d'entrée. Oui, bah après, il y a deux écoles en bourse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panacée. Il y a effectivement soit ceux qui sont dans l'approche d'attendre la confirmation du signal, ou ceux qui anticipent. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt partie prenante de la seconde école, au risque effectivement que ça ne parte pas. Maintenant, même si je me trompe et que ça ne part pas, je ne pense pas non plus que ça va aller fortement à la baisse. Donc c'est pour ça que j'aime assez bien cette asymétrie du risque, avec l'idée que si je dois avoir tort, il y a des chances aussi que ça reste dans ce range. Et par contre, si ça y va, je pense que ça peut aller vite, et après ça peut être délicat de rentrer dans l'impulsion quand ça se met en place. Voilà. Vous utilisez des turbos, donc vous avez un ordre stop intégré finalement. Alors en fait, dans le cas présent, j'ai un turbo à l'œil, je crois que c'est le S547S pour être précis. La barrière est au niveau de la zone bleutée des $1 800. Alors je crois que la barrière c'est 1805 ou 1810 exactement en dollars. Et donc l'idée en fait c'est de ne pas revoir les derniers points bas qu'on a fait le mois dernier. Donc grosso modo effectivement $150 de risque sur les cours actuels environ. Merci Mathieu pour cette réponse. Dorian, à vous, vous étiez mitigé, vous allez nous partager votre... Pardon ? Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Alors, commencez par la figue. Acheter de l'or, de mon point de vue, en fait, c'est toujours le bon moment. On a tendance à dire chez Meilleur Taux Placement que c'est un anxiolytique. C'est-à-dire que si ça vous permet de mieux dormir la nuit, c'est toujours bon d'en avoir peut-être 5 à 10% au sein d'une allocation bien diversifiée. Ça peut être en physique, ça peut être sous la forme effectivement de produits dérivés également. Sous la forme des produits dérivés, donc là c'est la partie raisin. Marc l'a dit, c'est vrai qu'acheter une résistance c'est déjà un peu compliqué. Moi ce qui me dérange c'est plutôt au niveau de l'objectif, parce que ça reviendrait à viser au-delà du plus haut historique à 2070 ou 75 $ l'once qui a été atteint 2 semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et donc, on ferait le pari ici d'un signe noir, c'est-à-dire d'un événement grave, imprévisible, et qui propulserait d'environ 10% le prix de l'once. Pourquoi pas, mais sombre scénario. Donc, sur du produit dérivé, voilà, je suis très mitigé. Sur du physique ou au sein d'une allocation bien diversifiée, oui. Mathieu, peut-être un dernier droit de réponse, puisque vous aviez la main. Oui, alors évidemment, s'il y a un signe noir, je pense que ça va catalyser une impulsion comme l'Ukraine, comme le Covid. Mais je pense que l'or n'a pas besoin de ça pour monter, en fait, schématiquement. Et ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est la relation avec l'obligataire américain. Alors, sans rentrer dans le détail, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, on a des taux US qui sont autour de, sur le 10 ans, 3,80%. Et donc, en gros, si l'or n'a déjà pas baissé, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes investisseur, et que vous cherchez des alternatives aux vos actions, soit vous allez sur l'obligataire pour le côté sécurité, soit vous allez sur des placements refuges un petit peu comme l'or. Et depuis 1 ou 2 ans, en fait, on a les marchés obligataires, les contrats obligataires qui ont fortement reculé par effet inverse avec la remontée des rendements. Et ça, historiquement, c'est quelque chose qui n'est pas favorable pour l'or, parce que libellé en dollars, etc. Et donc, le fait est qu'à l'instant T... le mouvement a tendance à se stabiliser. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est que l'or n'a même pas baissé malgré ce vent défavorable depuis 12 mois. Et après, évidemment, je ne sais pas s'il va y avoir un signe noir en catalyseur, mais c'est vrai que ça apporte, de mon point de vue, une autre argument casquette. Complémentaire, voilà, effectivement, que vous n'aviez pas eu le temps de développer dans les 60 secondes, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Merci beaucoup, Mathieu. On va passer maintenant à Dorian Abadi. Dorian, vous allez nous parler du Brent. Attendez, on va mettre le chrono. Je reprends mon chronomètre. Hop. Voilà, c'est parti. Je fais le décompte habituel. 3, 2, 1. Dorian, c'est à vous. Le Brent, le pétrole de la mer du Nord que l'on trouve trop bas actuellement, après un mouvement excessif, très spéculatif de baisse qui ne reflète pas les fondamentaux du marché. Et en particulier le fait que le premier importateur de pétrole au niveau mondial, la Chine, a levé depuis décembre sa politique zéro Covid, et donc on n'a pas encore intégré, on n'a pas pricé aujourd'hui son énorme besoin à venir. Pour parler techniquement, on a identifié 2 gros points d'entrée proches des cotations actuelles sur 77,50, 71,50, un stop à 69,40, donc en dessous du niveau psychologique des 70 qui a été testé récemment, et 2 objectifs de court terme sur 82,20 et 86,10.
On a une bonne résilience aussi des pays développés, malgré les sombres perspectives qu'il y avait fin 2022, où on nous promettait la récession partout en Occident. Donc bref, un peu de fonda, un peu de technique, et je ne serais même pas surpris en fait, de le voir à $100 dans le courant de l'année. Merci beaucoup, vous avez été extrêmement discipliné puisque vous avez fait 153 secondes. Merci beaucoup Dorian. Alors Marc, Mathieu, attention, j'ai quoi Moi, comme je vais couleur? prendre le J'ai mi-figue, pas très mi-raisin. d'ici. Je vais faire le mi-figue, mi-raisin. Allez-y, commencez par le raisin maintenant. Si vous Non, disons que pourquoi pas. Après, moi, c'est pas l'actif que je vois forcément exploser. Et pour le coup, je serais plus partant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais dans mes services, d'aller sur des parapétrolières, sur la partie action où il va y avoir en complément des dividendes, la saison des dividendes là au printemps. Donc je pense qu'il y a plus de choses à faire sur des actions du Morel Prom, etc., que vraiment sur le baril en lui-même. Alors évidemment, si le baril doit aller à $100, ce sera favorable pour le secteur, mais voilà, je suis. Donc c'est plutôt une question de support que de scénario global. Ouais. Intéressant. Marc? Alors moi, je voulais être contrariant aujourd'hui. En fait, deux choses. J'ai entendu Dorian parler d'abord d'un point de vue fondamental. Et sans vouloir dénigrer du tout ce qu'il a dit, on est là sur le salon de l'analyse technique. Moi, mon cœur de métier, c'est l'analyse technique. Et j'avais pris position sur le Brent, sur la cassure d'un support très fort technique, qui nous a fortement réussi, vu la baisse qu'on a eue, parce que c'était une position baissière, alors que les fondamentaux étaient déjà bons. Il y a eu, effectivement, on sait que la demande n'est pas encore en danger, pour l'instant, au moins jusqu'en 2035, disait l'OPEP. On a vu aussi qu'il y a eu des événements, comme l'a dit d'ailleurs très justement Dorian, qui n'ont pas empêché le pétrole de baisser, y compris les séismes qui ont eu lieu et qui ont pu un petit peu venir remettre en cause la production. Et là, pour moi, c'est un peu tôt, parce qu'à nouveau, comme je disais pour Mathieu tout à l'heure, on est déjà dans un rebond. Donc peut-être que c'est un rebond de consolidation de la baisse actuelle. Et on n'a pas encore réintégré, on n'a pas encore dépassé des résistances importantes, dont celle en pullback du support qui a été cassé assez violemment, comme on le voit avec des bougies baissières très fortes. Donc je suis désolé, mais je me prononce comme moi je ferais si je voulais investir sur le pétrole. Une réponse, Dorian? Oui, on commence à voir déjà les gros acteurs se replacent dessus, on le voit dans les carnets d'ordre. Et l'idée, c'était vraiment de présenter un signal de court terme sur un rebond qui, en fait, nous permet de continuer de tabler sur la sortie de ce canal baissier de long terme. Merci beaucoup, Dorian. Alors maintenant, c'est à vous, Marc. Vous avez 60 secondes pour nous convaincre sur le platine, un instrument que vous avez sélectionné. Je vais mettre le chronomètre et on y va dans quelques instants. 3, 2, 1, c'est parti. Alors oui, j'ai sélectionné le platine. C'est intéressant de savoir qu'on peut investir sur le platine, et notamment via des produits de bourse de chez Société Générale, donc de chez vous. Donc ça, je le disais en amont. Ma vision graphique, en fait, purement graphique, je ne vais pas rentrer pour ma part dans le fondamental. J'ai un canal légèrement baissier de long terme qui est en place depuis 2008. On a des tentatives de dépassement de ce canal qui ont échoué, la dernière en 2021, comme c'est inscrit sur le graphique. Et sur ce sommet de 2021, on est rentré dans un nouveau canal légèrement baissier. Alors certes, le risque est que ce canal soit un drapeau, auquel cas on risquerait d'en sortir à la hausse. Maintenant, en termes pour moi de risk-reward, c'est-à-dire d'autant plus que le platine a monté très légèrement depuis le graphique que vous avez là, on est très proche justement du haut du drapeau, donc d'un stop facilement identifiable. Et si on a raison, à minima, on va aller tester le bas du drapeau. Et auquel cas, je préfère me positionner ici à la baisse, avec des moyennes mobiles qui sont en train de se croiser, un RSI qui neutre, qui est orienté à la baisse. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Parfait, vous avez un timing dans la peau. 1 minute, parfait. Alors, que pensent vos acolytes? On a 2 stops là. Oh là là, ça va chauffer. Alors, Mathieu, je vous en prie. Alors moi, c'est pour la vengeance sur l'or, évidemment. Non, après, plus sérieusement, alors c'est vrai qu'en fait, si je devais... la logique globale, c'est que schématiquement, que ce soit l'or, l'argent et les platinoïdes au sens large, j'ai plutôt un biais haussier, donc je ne vais pas aller chercher des ventes sur ces actifs-là, en tout cas à l'instant T. Par contre, effectivement, c'est quand même le platine qui reste le plus faible parmi l'or, l'argent notamment, ou le palladium, même si le palladium, c'est un peu un cas à part. Donc, si je devais à tout prix en vendre un à découvert ou prendre des poutres dessus, ce serait le platine, mais dans la logique d'ensemble du segment et dans la logique indirecte de l'or, c'est-à-dire que si l'or va effectivement au-delà des $2000,
Je ne pense pas que le platine plongera sous les $1000 schématiquement, même si bon, il y a un petit côté aussi écologique parce que le platine est utilisé dans les pots catalytiques. Alors ça sort un peu du débat, mais donc grosso modo, moi, ma grosse idée, c'est que si l'or doit dépasser les $2000, je pense qu'on aura une inertie sur tous ces segments, dont le platine indirect. Je passe la parole à Dorian, et après Marc, vous allez répondre. C'est pas tant sur l'aspect technique défendu par Marc. À la limite, c'est plus en lien avec la réponse de Mathieu sur la fonda, en particulier sur la Chine. Mais au-delà de ça, sur les matières premières, en particulier, même sur les actions, moi, je ne trade ou je n'investis que sur celles que je connais bien. Et très franchement, le platine, je ne l'ai jamais tradé. Donc, par précaution, par sécurité, je fuis en courant. Ça va, on comprend. Donc, Marc, vous n'avez pas forcément besoin de répondre à Dorian, mais plutôt à Mathieu, je vous en prie. Oui, je peux répondre, même si je ne pense pas avoir forcément besoin de répondre. Mathieu a simplement donné son avis. Il peut avoir un avis différent, donc je ne vais pas le contre-attaquer. Non, moi, je garde exactement la stratégie telle que je l'ai vue. Fondamentalement, c'est vrai que bon, le platine, c'est quand même essentiellement les véhicules diesel. Hein. Donc, bon, ça, on sait très bien leur avenir. Mais je ne fais pas de fonda en soi. Hein. Il y a aussi un des gros producteurs de platine, c'est la Russie. On est toujours dans un contexte qui est un peu tendu géopolitiquement, même si on en parle beaucoup moins qu'avant. Donc non, je maintiens mon idée, malgré ce que Mathieu m'a dit. Merci à vous trois. Maintenant, on va passer à la rubrique à vos marques, donc le quiz. Rubrique à vos marques. Jean-Louis nous a rejoint. Il était parti, il est revenu. Merci d'être de nouveau avec nous. On ne joue pas avec les buzzers. Vous connaissez le principe de à vos marques, c'est un quiz. On va tester la connaissance, la culture générale financière de nos invités. Et là, on a une équipe de choc pour cette semaine. On a une équipe composée de Jean-Louis et de Mathieu qui vont se confronter à Dorian, au courageux Dorian et Marc. Léa, c'est à vous. C'est parti. Je vous rappelle la règle du jeu. Donc, je pose la question, j'énonce les différentes réponses possibles et on attend la fin des énoncés pour buzzer. Première question. Quelle a été la première entreprise dont les actions pouvaient s'échanger ? Est-ce Dutch East India, les moulins du Basacle ou Michelin ? Marc, c'est à vous. Logiquement, je penserais à Dutch East India, parce que le marché hollandais, enfin néerlandais, était un des premiers marchés à être coté, mais bon, voilà. Ça n'est pas ça, Marc. On reprend les jeux. Alors, Moi, j'ai pas d'avis. Dorian, On va prendre la dernière. vous avez une chance sur deux quand même, il faut se lancer. Michelin ? Toujours pas. Jean-Louis. Ah, alors ça, C'est c'est pour un Jean- grand mystère. Bah, je prends la dernière alors. C'est Bravo. le risque que vous prenez. Magnifique, magnifique réponse. Alors oui, effectivement, c'est les moulins du Basacle. Alors Marc, quand même, n'était pas complètement à côté de la bonne réponse, je tiens à le préciser, puisque Dutch East India est la première société à avoir été listée en bourse. Mais ça n'était pas la question, puisque moi, je vous demandais quelle était la première entreprise dont les actions pouvaient s'échanger librement. Or, les moulins du Basacle, fondés au XIIe siècle, donc on va vraiment chercher bien plus loin, en fait, c'était des meuniers qui se sont réunis pour pouvoir partager les coûts d'exploitation des moulins et qui ont créé la première société en action, puisque lorsqu'ils mettaient au pot commun, les notaires leur remettaient ce qu'on appelait les UCHO. Et ces UCHO, très vite, comme ils étaient sans préemption, sans nom attaché à ça, sont devenus des actions qui se sont échangées et la bourgeoisie toulousaine les a vite repris des mains des meuniers qui les ont revendus librement, puisqu'on était vraiment dans le Léa, pour toutes libre-échange. ces précisions, très intéressant. Donc un point pour l'équipe de choc. Jean-Louis, Mathieu, Dorian 0, Marc 0, mais tout Ça, n'est c'est pas un perdu. point volé. Hein. Deuxième question. Je suis un produit à effet de levier avec un prix d'exercice et une barrière désactivante de même niveau. Je suis petit 1, un turbo illimité best, petit 2, un turbo illimité, petit 3, un turbo classique. Attention, vous avez un temps limité pour répondre, Marc. Attention. Non. Non, plus vite, Marc. Je suis désolée, mais je donne la réponse à Jean-Louis qui a rebuzzé avant de répondre. Non, c'était. Non, mais là où Marc rien. a raison, c'est qu'on n'a pas précisé la maturité. Alors, on redonne la main. On va quand même laisser Allez, Marc. allez-y, Marc. Effectivement, vous avez raison.
Vous avez raison, puisque le turbo illimité best, mais Léa va nous l'expliquer, le turbo classique. Voilà. Le turbo illimité best et le turbo classique ont tous les deux des niveaux de prix d'exercice et de barrière désactivante de même niveau, mais dans un cas, les turbos classiques, vous avez une maturité, et dans le deuxième cas, pour les illimités best, vous n'avez pas de maturité. Un point pour Marc, un point pour Jean-Louis Oui, et Mathieu. Si je peux rajouter une petite chose pour que les gens s'en souviennent, best, ça veut quand même dire barrière égale strike. au Donc, strike, voilà. oui. Donc la barrière est égale au prix d'exercice. Ça fait beaucoup de vols là. C'est Il y a merveilleux, des vous contestations. discutez toujours lors du quiz. Il ne faut pas discuter les résultats. Il y a un arbitre, il y a quelqu'un qui pose les questions. Voilà, c'est les règles, vous le savez. Allez, la Dorian troisième 0, question. vous allez vous rattraper. Qui a dit « Les marchés n'ont jamais tort, les opinions souvent » Est-ce Jordan Belfort, Warren Buffett ou Jesse Livermore? Marc, Jesse Livermore. Jesse Et- Livermore. Effectivement, c'est une bonne réponse. Marc, je vois que vous êtes très agressif sur le buzzer aujourd'hui. Jesse Livermore, donc trader légendaire, autodidacte, parti de chez lui à 14 ans, avec 5 $ en poche, comme le veut la légende ou l'histoire. Libre à vous d'arbitrer. Et ce jeune homme était en charge du tableau de cotation chez un courtier et il s'est très vite illustré par des performances absolument astronomiques. Il avait pour surnom le grand ours de Wall Street. Voilà. 2 points pour Marc, 1 point pour Mathieu et Jean-Louis, et 0 pour Dorian. Dorian, réveillez-vous. Quatrième question. Quel indice boursier représente ces variations depuis 1 an en base 100? Est-ce l'Eurostoxx, le S&P, je suis navrée, la réponse a été coupée, ou le PSI? Jean-Louis, Mathieu. Ah non? J'ai pas entendu. Rapprochez-vous C'était du micro. Dorian, je crois. Ouais, Dorian, c'est alors Dorian, allez-y. Près du micro, s'il vous plaît. Le S&P. Bravo Dorian, c'est le S&P. Très belle réponse, vous êtes réveillé à temps. Dernière 2 question. points pour Jean-Marc, 1 point pour Jean-Louis et Mathieu, 1 point pour Dorian. Question décisive. Et dernière question. Quel produit dérivé n'arrive pas à terme lors de la séance des 3 sorcières? Est-ce les options sur indice, les options sur action, les futurs sur indice ou les futurs sur action? Dorian. Les futurs sur action. Très bonne réponse Dorian, Wow. bravo. Effectivement, c'est les futurs sur options. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette fameuse journée sur les marchés, les 3 sorcières, c'est tous les 3e vendredis de chaque mois et arrivent à échéance donc les options sur indice, sur action et les futurs sur indice. Et les 3e vendredis de mars, juin, septembre et décembre, on n'est plus sur une journée des 3 sorcières, mais une journée des 4 sorcières. Et on vient rajouter l'expiration des futurs sur action. Merci infiniment Léa, merci à Marc, merci Jean-Louis, merci Mathieu, merci Dorian pour cette émission Trade ou pas trade en direct du Salon de l'analyse technique. Et je vous dis à la prochaine fois.